Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec ce drame à Saint-Louis. Avec le chavirement de 3 pirogues, le bilan est lourd. 3 morts et plusieurs blessés. Les pêcheurs de la langue de Barbarie exigent le dragage et le balisage de la brèche qui continue son œuvre macabre. Le Sud-Just brandit encore la menace de la grève. Les membres du syndicat des travailleurs de la justice accusent leur ministre de tutelle de facteurs bloquants à la résolution de leurs revendications. La cellule de base du palais de justice, elle, est en grève depuis ce matin. La réponse d'Ismaël Madior Fall au PDS, le ministre de la Justice, est catégorique. La contrainte de par corps va s'exercer sur Karim Wade. C'était à l'Assemblée nationale lors du vote du budget 2019 de son ministère. Et puis Respect, c'est le titre du nouvel album de Youssou N'Dour. Cet album de 6 titres avec notamment un hommage poignant à Habib Faye sort ce vendredi. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants de développement. Bienvenue à toutes et à tous. Ce chavirement de plusieurs pirogues sur l'embouchure. 3 pêcheurs sont décédés et plusieurs autres blessés. Les pêcheurs de la langue de Barbarie renouvellent leur doléance au chef de l'État pour le dragage et le balisage de la brèche qui continue de tuer. On écoute à ce sujet M. Macoumba Dieye et Pape Malik Diop, porte-parole des pêcheurs, des propos recueillis par Ousseynou Diop et Habib Seck. Dans la nuit du mercredi au jeudi, un accident s'est produit sur l'embouchure. 3 personnes ont perdu la vie et 7 autres sont blessées. C'est le moment de lancer un appel à l'endroit des autorités pour le dragage et le balisage de la brèche qui a fait aujourd'hui plus de 380 morts depuis son ouverture en 2003. C'est vraiment le moment de prendre des mesures pour stopper ce phénomène. La campagne s'est ouverte il y a juste quelques jours et 5 personnes sont mortes et pourtant ça va durer 7 mois. Nous sommes inquiets et les autorités oublient nos doléances. Nous les invitons à venir nous assister. C'est pourquoi nous sommes très déterminés pour le balisage et le dragage de la brèche. Depuis l'ouverture de la campagne, la brèche a provoqué la mort de 5 pêcheurs et des dégâts matériels estimés à plus de 130 millions de francs CFA. Nous parlons de justice à présent avec la cellule de base du palais de justice en grève depuis ce matin. Elle observe un arrêt de travail pour cause le non-respect des engagements pris par l'État du Sénégal. Les travailleurs de la justice n'excluent pas de durcir le ton si toutefois l'autorité campe sur sa position. Ils étaient en sit-in ce matin. Je vous propose d'écouter leur porte-parole. Il est interrogé par Koumba Amatlo et Armadouba. À l'instar de toutes les autres juridictions du Sénégal, observons depuis ce matin 9h un arrêt temporaire de travail pour montrer notre mécontentement suite aux agissements peu orthodoxes du gouvernement du Sénégal. Il n'est point besoin de rappeler que depuis presque 1 an, le Sud-Just est en grève et en marge de celle-ci, le président de la République a reçu le syndicat et avait pris des engagements fermes allant dans le sens de l'amélioration des conditions de travail du personnel de la justice. Le mois passé, nos fonds communs ont connu une dégringolade inédite car nous avons été délaissés de plus de la moitié. Nous ne sommes pas encore remis de ce coup. Il enchaîne avec un non-respect des accords précédemment signés par le gouvernement et selon son propre échéancier. Nous nous demandons quelle image ils veulent donner aux Sénégalais. Nous alertons l'opinion publique nationale et internationale et tous les acteurs de la justice, plus précisément les justiciables, qui sont les premiers impactés, que tout ce qui arrivera sera de la seule faute de l'État du Sénégal. Le syndicat des travailleurs de la justice dans le flou, une situation imposée par le gouvernement qui a violé les protocoles d'accord signés dernièrement. Selon le secrétaire général El Hadji Boun Malik Diop, le facteur bloquant n'est autre que leur ministre de tutelle. Ces travailleurs de la justice menacent d'aller en grève et réclament des solutions définitives à leurs problèmes. Koumba Amatlo, Armadouba. La crise qui sévit dans le secteur de la justice est loin d'être terminée. Le syndicat des travailleurs de la justice dénonce le non-respect des protocoles d'accord signés avec le gouvernement. Il y a une violation flagrante d'un accord que le gouvernement avait scellé avec le Sud-Just
cet accord était intervenu il y a un mois de cela, le 17 octobre, lorsque le gouvernement voulait mettre fin à la crise qui couvait dans la justice. Une situation difficile imposée par le ministre de tutelle dont il dénonce le comportement. Nous avons des informations sûres et certaines que c'est M. Ismaël Madior Fall qui est allé dire à M. le Président de la République que ces sommes sont faramineuses, que si vous les octroyez aux greffiers et au travail de la justice, ça risque de créer des problèmes. Les travailleurs de la justice menacent d'aller en grève et annoncent des dysfonctionnements au cours du préavis. Nous ferons une marche nationale le 12. Nous demanderons à tous les camarades de marcher pour dénoncer ce comportement peu orthodoxe. On ne délivrera aucune décision de justice, aucun acte administratif au niveau des tribunaux. D'autres préoccupations ont été soulevées par le syndicat, entre autres l'augmentation des indemnités, l'octroi des primes d'assistance judiciaire et la revalorisation des rémunérations. Autre aspect de l'actualité, le projet de loi portant code des communications électronique, donc voté à l'Assemblée nationale. Le ministre de la Communication explique l'importance de la communication, qui explique donc l'importance de ce vote. Selon lui, cela permettra de réguler les réseaux sociaux et également de combattre les dérives sur le net. Là-dessus, je vous propose de suivre cet élément signé Fatimata Touré et Pape Sangone Mbaye. Le projet de loi sur le code des communications électroniques a été voté hier à l'Assemblée nationale. Un code controversé pour certains acteurs et spécialistes des TIC. Le ministre de la Communication apporte des précisions. Ce texte, nous l'avons préparé en même temps que nous avons préparé les décrets d'application. Et je pense qu'il va être plus opérationnel et le contexte est vraiment milité en faveur de l'adoption de ce code parce que nous avons préparé et validé depuis 2016 la stratégie Sénégal numérique 2025. Il tient aussi à préciser que ce code n'est nullement un piège. On le dit avec véhémence. Il n'y a pas dans ce code des instruments ou des pièges qui sont de nature à bloquer Internet. Le ministre déclare que des mesures draconiennes ont été prises concernant les dérives notées dans les réseaux sociaux. On constate malheureusement des dérives qui sont réprimées, mais réprimées déjà par nos instruments juridiques. On a un code pénal qui réprime vraiment toute personne qui est offensée, que ce soit dans la rue ou par Internet. Si elle se sent offensée, elle peut vraiment saisir nos juridictions. Donc on a les instruments pour s'attaquer à ce fléau. Concernant l'aide à la presse, Abdoulaye Bibi Baldé annonce un nouveau fonds d'appui. Nous voyons l'entreprise dans sa globalité, le patronat et les employés. Et donc nous voulons amener un fonds qui va permettre à l'entreprise d'avoir des moyens de financement. Parce que le fonds va permettre de garantir en tout cas les prêts. Le fonds aussi va nous aider à former, à outiller davantage les acteurs. Lors de son face-à-face avec les députés pour le vote de son budget 2019, le ministère de la Communication a vu son budget augmenter de 12 667 908 839 francs CFA. La somme s'arrête à 28 56 604 939 francs CFA contre 15 388 696 100 francs CFA en 2018. Et puis le GRADEC en phase avec le ministre de l'Intérieur pour mettre de l'ordre dans le secteur des ONG, mais non à une tentative de museler l'expression démocratique. Babacar Fall, membre de l'organisation, s'exprimait en marge du forum des partis politiques. Je vous propose de l'écouter. Ses propos sont recueillis par Dissa Prera. Vous savez, le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui gère toutes ces questions, c'est lui qui gère l'administration, c'est aujourd'hui lui qui donne les récépissés pour les associations, les agréments pour les ONG. Bon, peut-être qu'il a donné des statistiques, en tout cas, bon, que moi je ne maîtrise pas. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'aujourd'hui, ces associations et ces ONG jouent un rôle, je pense que donc important, mais ils doivent le faire vraiment, pour moi, dans le respect donc de la loi.
Ça, je crois que c'est ça le plus important. Je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas en tout cas avoir comme objectif d'empêcher l'expression vraiment, disons, démocratique, hein, qui consisterait à essayer de mettre un frein un peu donc à l'activité donc de ces organisations, qu'elles soient ONG ou associations. L'essentiel, c'est qu'il faut respecter la loi. Et les ONG, comme les associations, c'est comme les partis politiques. Aujourd'hui, on se plaint. Il y a 301 partis politiques pour un pays qui est à peu près donc, à 15 millions d'habitants. Il y a des problèmes de légitimité, etc. Les gens, aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il faut mettre de l'ordre dans les partis politiques. De la même chose, je pense qu'aussi, il faut mettre de l'ordre dans tout, que ce soit dans les ONG, dans les associations, etc. Il faut, à mon avis, je pense que donc, essayer de mettre de l'ordre. Et sous ce rapport, je suis d'accord qu'on mette de l'ordre, mais qu'on ne censure pas. En politique, justement, les députés du Parti démocratique sénégalais avertissent le ministre de la Justice, Karim Wade, sera à Dakar et il ne va rien payer à l'État du Sénégal. Mais le ministre de la Justice, Ismaël Madior Fall, est catégorique. La contrainte par corps va s'exercer sur Wade fils. Les députés ont examiné le projet de budget 2019 de son ministère qui a connu une hausse de 4 milliards de francs, de 41 milliards de francs CFA plutôt contre 39 milliards pour 2018. Compte rendu signé Al-Hassan Ba et Mohamed Dian. Son nom est revenu à plusieurs reprises. Karim Wade, candidat du Parti démocratique sénégalais, son retour annoncé, l'intervention de la députée Marie Sow a marqué les esprits. Elle se dit prête à rejoindre Wade fils en prison si une fois il est arrêté. Après son retour. Vous avez enfermé Karim Wade et je vous le dis ici et maintenant, s'il doit avoir une sœur ici au Sénégal, c'est bien moi. Et nous vous avertissons, s'il doit retourner en prison, sachez que je vais le suivre. Le pays nous appartient tous. Si Karim Wade veut rentrer, il va rentrer et il ne va rien vous payer. Je vous ai entendu dans la presse, mais sachez qu'il ne vous doit rien. Le ministre de la Justice est très clair sur la question. La contrainte par corps va s'exercer sur Karim Wade. Contrainte par corps. Ils doivent juste de l'argent. Ils n'ont pas commis d'infraction pénale. Ils doivent de l'argent à des gens ou à des sociétés, ils n'ont pas payé, contrainte par corps, ils sont en prison. Mais pourquoi ces Sénégalais, on peut leur exercer la contrainte par corps, mais pour d'autres, prétendument candidats à la présidentielle, on ne peut pas. Justement, maintenant, tant qu'il est à l'étranger, on ne va pas le poursuivre à l'étranger pour qu'il paie, mais s'il rentre dans le pays, dans la juridiction nationale sénégalaise, bien évidemment, la contrainte par corps va s'exercer. Mais s'il paye l'argent, il n'y aura pas de problème. D'autres questions ont été soulevées par les parlementaires. Le dossier Khalifa Sall, le document du Comité des droits de l'homme des Nations Unies sur l'affaire Karim Wade transmis à l'État du Sénégal, le procès du meurtre de Fatoumata Matar Ndiaye. Fatoumata Matar Ndiaye, monsieur le ministre, nous l'attendons. Nous l'attendons de pied ferme. Et le dossier des Tchantakoum. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour que la chambre criminelle de Mbour fonctionne le plus rapidement possible et que l'une des affaires inscrites au rôle et qui sera traitée, c'est cette affaire, Médinatoul Salam. Et puis les leaders du Front de résistance nationale sont prêts pour la bataille. Lors de la marche qu'ils ont organisée cet après-midi, ils ont clamé leur détermination pour continuer le combat pour une élection transparente en 2019. Compte rendu de cette marche signé Cheikh Hassan Fall et Youssouf Baro. C'est main dans la main qu'ils ont marché, des leaders du Front démocratique et social de résistance nationale qui ont peint un tableau sombre du pays. Nous en avons assez. C'est le ras-le-bol total. Les gens ont faim. Les gens ne sont pas en bonne santé. Leur droit à l'éducation est bafoué. Le paysan, le pêcheur, l'éleveur est fatigué, le mécanicien, les jeunes, tout le monde. La situation est catastrophique dans tous les secteurs d'activité, que ce soit au niveau de la santé, de la justice, de l'éducation. Nous sommes sûrs que ce pays-là va droit au mur. À moins de 100 jours de la présidentielle, l'opposition continue de dénoncer les irrégularités dans le processus électoral. C'est un partisan. Il appartient à un régime clanique. Il ne peut pas être juge et parti. À partir de ce moment, nous le récusons fortement. Tout ce que Macky Sall
nous avait promis sur la transparence et sur l'approfondissement de la démocratie, rien n'a été respecté. Actuellement, le ministre de l'Intérieur, vous l'aviez entendu, il dit qu'il est militant de l'APR et il fera tout pour que son candidat gagne. Donc il ne doit pas être juge et parti. Lui est le seul à connaître le bon fichier électoral et dans ce fichier, il se paye le luxe de choisir qui doit y rester et qui doit également sortir de ce fichier. Et avec ça, il invite les autres candidats à aller à l'élection présidentielle. Nous voulons tout simplement lui dire que nous sommes contre ces pratiques. Franchement, c'est malheureux qu'à 3 mois de la présidentielle, qu'on en soit encore là à s'inquiéter sur les règles du jeu, à s'inquiéter sur la sincérité du processus électoral. Les opposants prêts à poursuivre la bataille. Nous avons décidé d'occuper la rue et ce sont seulement les grands hommes qui occupent aujourd'hui la rue parce qu'il nous faut que la démocratie et la paix règnent dans ce pays, loin de l'arrogance de ce régime en place et de son illégance. Nous nous battons depuis très longtemps contre la prévarication, contre l'injustice, contre le hold-up électoral qu'il est en train de préparer. Nous ne l'accepterons jamais. L'intensité de l'opposition sera à la dimension de l'affront. S'il veut plonger le pays dans une instabilité, qu'il y aille, il nous retrouvera sur ce terrain-là. Pendant ce temps, les partisans de Macky Sall ont décidé d'aller à l'assaut du département de Mbacké et Touba, réputé fief de l'opposition. Ils mettent des bouchées doubles pour la victoire dans tous les bureaux de vote de la localité. Les apéristes sont tenus en meeting sous la présidence de l'Adiopa. Babacar Diouf. Gagner la présidentielle de 2019 à Touba, un des objectifs les plus sérieux des Républicains. Aujourd'hui, bien des efforts sont consentis par les camarades du président Macky Sall pour réussir le pari. La Diop, à l'occasion d'un meeting qu'il a organisé à Mbacké, a montré que le président Sall a beaucoup fait dans la ville sainte. Des réalisations, la question ne se pose même pas. Vous l'avez vu. Je prends comme exemple, parce que c'est l'exemple que tous les Sénégalais ont vu. C'est un exemple que personne ne peut contester. C'est l'autoroute de la Touba qui a été construit par le président de la République pour Touba. C'est pour Touba cette infrastructure-là. C'est pour tous les Sénégalais, mais c'est essentiellement pour Touba. Néanmoins, ils vont continuer à satisfaire les besoins des Sénégalais pour permettre au président Macky Sall de briguer un second mandat. Les enjeux sont tellement colossaux et importants qu'on ne peut ménager aucun moyen pour la victoire du président de la République au soir du 24 février. Comme disent les Wolofs, donc pour ça. Le meeting tenu à Ndoyen dans la commune de Mbacké a permis de réunir l'essentiel des responsables républicains de Mbacké et Touba. Un bon signe pour la campagne à venir. Le GRADEC pour une élection présidentielle transparente et juste. L'organisation de la société civile veut rapprocher au mieux les positions entre les points de divergence de l'opposition et du pouvoir. Ses membres ont tenu un forum, c'était ce matin, un forum où ils ont regroupé tous les partis politiques engagés dans la bataille pour la présidentielle de 2019. Dissa Prera, Tierno Laurent Mendy. Le fichier électoral, la problématique des cartes d'électeurs, le scrutin en tant que tel, entre autres points au menu des débats. Un forum qui veut impulser les conditions d'un dialogue entre acteurs du jeu politique. Objectif, faire en sorte que les élections se passent dans le calme et la transparence. Alors, vous voyez, l'urgence est là, parce qu'au moment où nous commencions à élaborer le projet de forum des partis, nous avions commencé à sentir déjà des secousses telluriques, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que nous avions suivi le processus électoral depuis le début et nous avons vu, notamment dans la dernière période, avec l'adoption de la loi sur le parrainage, nous avions vu déjà qu'au niveau des acteurs, il y avait beaucoup de désaccords, beaucoup de divergences. Et finalement, ces divergences se sont cristallisées autour de la question du parrainage, autour de la personnalité en charge de l'organisation des élections. Et tout cela a contribué aujourd'hui à alourdir le climat politique. Nous sommes à 3 mois des élections présidentielles. Les acteurs ne se parlent pas pour le moment. Les positions sont très crispées. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé, en organisant ce forum des partis politiques,
qu'il était possible de réunir les acteurs et de renouer le fil du dialogue. Des points d'achoppement entre l'opposition et le parti au pouvoir, cela ne manque pas. À 3 mois du scrutin, la société civile renoue avec une vieille tradition, celle de promotion du dialogue politique. Une démarche saluée par les acteurs. Oui, c'est une très bonne chose parce que comme on l'a déjà dit dans l'introduction, c'est que les acteurs ne se parlent pas. Donc chacun est dans son coin croyant que c'est lui seul qui doit pouvoir faire les choses. Qu'on soit de l'opposition ou du parti au pouvoir, la chose politique c'est une chose publique. Donc doit être partagée, doit être discutée et qu'on trouve des consensus, des minima au moins sur lesquels on va travailler. Je crois qu'il est nécessaire que les acteurs se parlent. Les acteurs ne peuvent ne pas se parler, puisque le processus électoral est par définition une activité inclusive qui intéresse tout le monde. Puisque tout le monde est intéressé, tout le monde peut participer à l'expression des suffrages, il faut quand même que ces acteurs-là acceptent de se parler, d'échanger, même s'il n'y a pas de divergence de vue, mais au moins qu'ils se parlent. Je crois que c'est très important, c'est ça l'essence, c'est ça même la respiration démocratique. Il n'est pas question à ce forum de trouver des consensus sur tous les points de divergence. Si les positions se rapprochent au maximum pour permettre un scrutin juste et transparent, ce sera déjà une réussite. Nous parlons tout à fait autre chose avec l'Association sénégalaise pour la promotion des inventions et innovations qui fustige le manque de considération dont elle fait l'objet face à la presse ce matin. Il est revenu sur le procès en contrefaçon d'un brevet d'invention qu'a subi un des leurs. Là-dessus, je vous propose de suivre les explications de Sanoussi Diakité, président de l'association, et Mohamedou Makhtar Ndiaye, tous deux interrogés par Stylo Mamadou Sam. Moustapha Ndiaye a inventé un système de traitement informatisé de billetterie pour le transport. Il a subi une contrefaçon, ici au Sénégal comme à l'extérieur, donc de grosses pertes. Et depuis 2014, nous avons engagé un procès. Moustapha Ndiaye a engagé un procès et l'association, notre association, s'est mise à ses côtés. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer à tout le monde que le tribunal nous a donné raison. La cour d'appel nous a donné raison en prenant un arrêt sous le numéro 357 en août 2018 pour dire que les droits de Moustapha Ndiaye doivent être rétablis. Presse Africa a fêté ses 10 ans d'existence ce jeudi. L'association, bien l'occasion plutôt pour le site d'information de se projeter sur la présidentielle de 2019. L'image de la femme dans les médias en thème qui a été abordée lors de la cérémonie. Compte rendu signé Satou Gaïba et Pape Sangone Mbaye. 10 ans d'existence de la Presse Afrique. Une occasion de fêter, mais également de parler de la tension politique qui caractérise le préélectoral. C'est 10 ans et nous voulons impulser, comme nous l'avons toujours fait, à l'occasion de nos anniversaires. Et cette fois-ci, on est à l'approche de la présidentielle. Et donc, nous voulons vraiment interpeller les médias, les acteurs des médias, de la politique, mais aussi des réseaux sociaux, sur leurs responsabilités, mais aussi le rôle pour éviter la tension au Sénégal, c'est-à-dire pour des élections apaisées. Et donc c'est ainsi que nous allons essayer de discuter et de voir rapidement évoluer les responsabilités, mais aussi faire comprendre aux gens qu'on n'a pas, disons, on a une obligation de veiller à la stabilité du pays. Un débat sur l'image de la femme dans les médias était également au cœur des discussions. Nous avons insisté sur ce fait parce que dans les médias, la représentation de la femme est sous forme de faits divers. Également aussi, on ne donne pas souvent la parole aux femmes, surtout en matière d'expertise égale homme-femme. Et donc on a vu, par exemple, quand il s'agit de prendre un politologue, disons c'est les Momar Dieng, c'est les disons Maurice Soudieck John. Or il y a des dames politologues, n'est-ce pas? Également sociologues, il y a beaucoup de dames sociologues. Tous les discours politiques, parfois les discours religieux, tout cela met la femme à une place qui est la sienne là-bas et tout le reste n'arrive pas à lui donner une sorte de statut d'intellectuel, un statut de cadre, un statut de
quelqu'un pouvant apporter beaucoup plus que ce qu'on nous montre. Alors que, regardons les séries américaines, c'est la comparaison que je fais. Cette cérémonie marquant les 10 ans de la presse Afrique, une tribune pour de nombreux acteurs d'échanger sur les problématiques qui gangrènent la société sénégalaise. Vous l'annoncez dans les titres de cette édition, Youssou N'Dour qui sort un nouvel album, Respect. C'est le titre donc de cet album composé de 6 titres où il rend hommage à Habib Faye. D'autres thématiques y sont abordées. Présentation avec Aïssatou Paye. Un pur délice, titre L'Observateur. Chez nos voisins de l'As, Youssou sert du chaud. Nouvel album brûlant d'émotions dès les premières notes, sens en éveil, en l'écoutant religieusement, la chair de poule. L'hommage rendu au fidèle et loyal ami, un torrent de sensations. Dans cette chanson, le leader du Super Étoile chante et pleure avec le cœur. Instant de recueillement, en émoi, il partage douleur et tristesse avec les mélomanes. Après l'hymne à la loyauté, Youssou s'envole vers d'autres cieux. Il dénonce ainsi les dérives sur les réseaux sociaux et appelle à la réserve et à la retenue. Comme il a toujours fait et comme il a toujours été, reconnaissant envers ses parents, il clame Bëgg Suñu Wajur, autre hommage, autre hymne, mais cette fois-ci, celui de la reconnaissance. S'en suivront Niara Finek, et sapeurs-pompiers, titre dédié aux soldats du feu pour leur engagement et leur bravoure. Autre étape de cette balade, Dara Dokodak. Délectez-vous de cette merveille en sachant que le meilleur est toujours pour la fin. Respect pour Habib, respect encore pour ce pur nectar, servi sur un nid de gourmandise, nappé de délices chocolatées. Chapeau, chapeau Youssou. Merci Aïssatou Paye. Nous restons avec vous. Les récidats qui ont pris fin, un bilan satisfaisant selon les acteurs, producteurs, réalisateurs et organisateurs. La principale chose à retenir, la reprise des récidats, une véritable relance du cinéma africain. Les rideaux sont tombés sur les rencontres cinématographiques. Après une semaine de rencontres, d'échanges et de projections, les salles de cinéma ont vécu. Un rêve qui ne paraissait pas utopique va se réaliser. La réouverture des salles de cinéma, la projection des films, mais aussi puissent être projetés ici au Sénégal, au lieu que ça se soit uniquement projeté à l'extérieur. Puisque tout le monde le voit, ça passe dans Facebook, dans les réseaux sociaux, que tel ou tel film passe. Moi, je peux déjà parler en connaissance de cause en parlant de mon film, puisque tout le monde sait que ça passe partout, on a fait des premières partout, et enfin, la population, ma population, mon peuple, peut quand même voir cela. Malgré quelques couacs, une satisfaction. D'autant plus que les récidacs ont permis aux cinéphiles de renouer avec leurs amours. La satisfaction, c'est d'avoir ouvert les yeux des spectateurs, des cinéphiles sénégalais sur vraiment l'éventail de films, sur les autres cinématographies, parce que tout simplement, il n'y avait pas seulement le Sénégal qui était de cette panoplie de films, il y avait donc aussi une multiplicité de diversité thématique. Donc on a vu que le cinéma sénégalais était vraiment à la hauteur de toutes ces cinématographies-là. Ce producteur, lui, se dit enthousiaste après de fructueux échanges. Il aspire même à un manifeste. Fera pas à partir de Dakar un manifeste ou bien l'appel de Dakar, c'est-à-dire qui va constituer à créer un lobbying à travers une synergie de vision et de réflexion qui va permettre à tous ces cinéastes-là de pouvoir convaincre
les décideurs de la force des images, de l'impact des images à travers l'éducation, parce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est normal qu'on puisse attendre les images qui viennent d'ailleurs, meubler nos télévisions par des télénovelas et autres machins, or que l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, c'est le continent le plus riche. Une annualisation des rencontres cinématographiques est prévue. Une 60aine de professionnels du cinéma et plus d'une 50aine de films ont été projetés. La page des sports avec le Sénégal, première nation de football du continent africain. C'est ce qui ressort du nouveau classement de la FIFA. Les Lions du Sénégal qui passent ainsi devant la Tunisie. Les protégés d'Aliou Cissé gagnent également des points au niveau du classement mondial. Ils occupent désormais la 23e place. Les Lions du Sénégal qui vont participer à la CAN 2019. Une CAN qui pourrait ne pas se dérouler au Cameroun vu les retards notés dans la construction des infrastructures. Certainement la CAF qui devrait communiquer sur cette question certainement demain au Maroc. Génération Foot Dioliba dos à dos, c'était hier au stade Galandou Diouf de Rufisque. Score nul et vierge, 0 but partout. Et les deux équipes qui promettent de jouer la manche retour avec beaucoup d'engagement. Compte rendu signé à Mamadou Fall. Match aller de la Coupe CAF Génération Foot passe à côté de la victoire malgré un match plein d'engagement. L'équipe de Denis Biramdao et celle du Dioliba du Mali se sont neutralisées. Score final, 0 but partout. Un résultat satisfaisant selon le coach de Génération Foot. Les occasions, on en a eu. Bon, pas énormément, mais on en a eu. C'est un match de haut niveau, c'est un match international. Donc on n'a pas 10 ou 15 occasions comme en championnat. On en a 3-4 et il faut savoir les exploiter. Mais en tout cas, je suis satisfait du contenu de la seconde période, un peu moins du contenu de la première. Donc je pense que c'était le premier match africain. On a mis une mi-temps à rentrer dedans, à se jauger. C'est tout le contraire du côté de l'équipe malienne. Selon le coach, l'objectif visé était la gagne. Je ne suis pas satisfait. Nous avons eu quelques occasions qui auraient pu nous amener au moins un but. Nous avons eu des occasions où nos attaquants n'ont pas osé réellement. Bon, pourquoi? Parce que c'est Génération Foot. Pourquoi? Parce que bon, c'est le premier match. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un championnat. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Sinon, s'ils avaient osé suivre les comptes que nous avons eu réellement, le score n'aurait pas été 0-0. Je pense que nous aurions pu planter un but. Les deux équipes vont se départager le 5 décembre en terre malienne. Chacune promet de s'arracher pour se qualifier au prochain tour. Merci à vous, Mamadou Fall. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.